Entrepreneur, visionnaire, diplomate d'envergure, mon invité est un homme qui transforme les idées en projets, les projets en partenariats et les partenariats en impact réel. Il est au carrefour de l'innovation africaine, du développement régional et de la diplomatie économique. Et en plus, il ose, il crée, il entreprend. Comores, Afrique, diaspora, préparez-vous car l'invité d'aujourd'hui ne fait pas que marquer l'histoire, il la propulse vers l'avenir. Mesdames et messieurs, préparez-vous à un épisode explosif avec un invité de qualité. Bienvenue sur Birlare. Et sans aucune transition, j'ai l'honneur de vous présenter Raïm. Oh, pardon, Son Excellence. Raïm, comment ça va? Ça va très Bonjour. bien. Bonjour. Et toi, Christelle, tout va bien? Ça va super bien. En tout Ravi cas, d'être là. merci beaucoup. C'est un honneur de te recevoir. Avec grand plaisir. Alors, comment tu affrontes le froid? C'est un peu froid. Timidement, timidement, je sors du Timidement. chaud là, je viens d'arriver des Comores. Ah ouais, c'est quand Le même changement climatique chaud-froid là, là. il m'a glacé. Ça m'avait pas manqué. La France m'avait manqué, mais pas la Mais température. pas à cette période en tout cas. Clairement. D'accord. Alors ici, on a pour habitude de poser la question brise-glace. Donc, si Raïm devait se définir en 3 mots, ça serait lesquels? Je dirais déterminé, la détermination, l'envie d'exceller, donc l'excellence, et je dirais l'Afrique. Ok, L'Afrique, vraiment. pourquoi? L'Afrique, parce que je me sens pleinement africain aujourd'hui. Je l'ai dit dans plusieurs de mes interventions, mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Je me définis plus comme descendant d'immigrés ou euh, comme la diversité ou tous les noms qu'on nous a donnés nous, diaspora, nous sommes nés Mhm, ici en France et l'étiquette qu'on nous a collée. Aujourd'hui, je sais que je suis un Africain. Un mhm. Africain pleinement, à part entier. Bah, au-delà d'y vivre, un peu comme un ancien philosophe qui avait dit qu'il n'est pas africain parce qu'il est né en Afrique, il est africain parce que l'Afrique est née en lui. Et je pense que je me retrouve pleinement dans cette citation-là. Ah, c'est totalement beau ce que tu dis. Alors moi, j'ai envie de te proposer une petite rubrique Mhm. qui va permettre aux personnes qui nous regardent de Mhm. voir la personne qui se cache derrière. Son Excellence, aujourd'hui là vraiment, je vais m'habituer. Son Excellence, Raïm, dans la Spibio. Alors, dans l'Espibio, je commence des phrases que tu devras terminer et Ok. développer aussi. Allez, Est-ce que tu es prêt? let's go. Ok. Je m'appelle, Raïm, je suis née à. Rennes. Ah, ok. J'ai grandi à. J'ai grandi à Marseille. Waouh, de Rennes, t'es passé à Marseille. C'est ça, c'est ça. En fait, mon père étudiait la médecine à Rennes. Donc, c'est Ok. un concours de circonstances, en fait. Mhm. Je suis né dans l'hôpital là où il exerçait, Ok. en tant qu'interne, parce qu'il est cardiologue. Du coup, voilà, ma mère a perdu les os pendant qu'il était Mhm. au travail. Donc, Donc, ben par la voilà, force une des pierre choses, de c'était coups, plus quoi. simple, voilà. Mon enfance m'a appris que. Et qu'il faut avancer ensemble. Avancer ensemble parce que moi, je suis le deuxième d'une fratrie de 10 enfants. Et, euh, et on a un peu ce sentiment de vouloir être seul quand on est tout le temps en nombre, etc. Et quand j'ai quitté ce cocon familial et que je me suis retrouvé tout seul, quand j'ai fait mon alternance, etc., j'ai eu cette nostalgie de vivre avec ses frères et sœurs, cette Mhm. nostalgie assez bête, mais de laisser quelque chose dans le frigo et de le retrouver. Quand on était à plusieurs, on laissait quelque chose au frigo et il disparaissait. Il y avait toute cette histoire-là de communion entre frères et sœurs, d'être toujours avec quelqu'un, etc., de se crêper le chignon, ça m'a manqué. Ça, quand je me Mhm. suis retrouvé tout seul, ça m'a manqué. Mes racines m'inspirent parce que. Parce qu'elles sont fortes. Parce qu'elles sont fortes. Donc moi, je suis comorien. J'aime dire que je suis comorien d'origine française, Mhm. parce qu'on peut retracer mon histoire à travers la France, mais l'histoire de mes parents, de ma patrie, on peut le faire uniquement aux Comores. Et les Comores ont une culture incroyable. C'est vraiment un pays aux mille cultures. Tout le monde est passé par les Comores, toutes les nations. Aujourd'hui, un Comorien ressemble un peu à toutes les nations que l'on connaît. Donc, des racines fortes. Donc, une éducation très forte. Mhm.
La première fois que je me suis sentie à ma place, c'était quand? C'est quand je suis retourné aux Comores en Mhm. 2018. Enfin, retourner, c'est un grand mot qu'on utilise, mais la première fois que je suis allé aux Comores en 2018, je me suis senti à ma place. Je me sentis à ma place parce que j'étais plus une diversité, j'étais plus un enfant d'immigré. Chaque fois qu'on traversait le pays, la ville avec mon père, il me donnait des parties d'histoire que ma famille a fait dans l'archipel des Comores et du coup, je me suis senti vraiment à ma place. J'ai compris que je venais d'ici. Hmm. Ah, c'est beau ça. Mes proches me décrivent comme. Comme rigoureux, mais eux, ils Ok. disent souvent dur. Moi, je dis rigoureux, eux, ils disent dur parce que j'aime que les choses se passent comme je pense qu'elle devrait se passer. Mhm. Peut-être j'ai raison, des fois j'ai tort, des fois j'ai raison d'avoir tort. Allons savoir, mais très rigoureux. Que ce soit professionnellement ou personnellement parlant, je suis très rigoureux avec moi-même et avec mes proches. Je ne laisse Mhm. pas le hasard dicter les choses ou la médiocrité, je suis rigoureux avec tout le monde. C'est quelqu'un, j'aime appeler ma famille ma table. Et je dis souvent que tout le monde ne s'assoit pas à la même table. Donc tout le monde, qu'on ait le même sang ou pas, si on ne contribue pas à la famille, on n'est pas utile, on sort de la table. Voilà. Et si on y contribue, on est utile, on s'assoit à cette table-là. Hmm. Donc vraiment, là, je pense que la rigueur, on dit souvent, Raïm va avec dur. Voilà, à la maison, c'est ce qu'on dit. Donc, Raïm, quand les choses ne se passent pas comme lui il veut, ça C'est passe ça. pas, quoi. C'est ça. Bon, je travaille Ah. dessus parce que c'est pas forcément bon, Mhm. mais lorsque j'ai raison, j'ai l'intime conviction que j'ai raison dans ce que je dis, on me fera pas changer d'avis. Parce que Ok. c'est que je l'ai étudié, je me suis remis en question, etc. J'ai étudié la question. Si la réponse que je donne, j'ai dit que c'est A, généralement c'est A. Donc si quelqu'un vient me dire c'est B sans m'étayer son argument et juste par passion ou par émotion, non, je ne serai pas d'accord. Ok. Donc, voilà, lorsque j'ai une idée, je suis assez têtu. Ça a du bon, parce que ça m'a permis d'arriver là où je suis. Ça a du mauvais, parce que des fois, je peux me tromper comme tout homme. Mhm. Et Mhm. voilà, après, je reconnais mes torts, mais c'est vrai que c'est un caractère qui est difficile à porter. Mhm. Mhm. C'est qui me motive chaque matin? Ce qui me motive chaque matin, je dirais que c'est ma mère. Ma mère, parce que longtemps, je l'ai vue avec des yeux un peu désespérés, parce qu'elle ne savait pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai eu ce regard un peu abattu, un peu déçu, de voir un jeune homme perdu, ne pas savoir où aller, alors qu'il avait les outils pour réussir, qu'on voyait sa sœur, son frère réussir. Et aujourd'hui, quand je l'entends parler de moi, quand je la vois commenter mes réseaux, etc., je me dis, je veux toujours avancer parce que chaque fois que je poste quelque chose, c'est elle qui réagit la première. Et on est passé de 15 ans de déception, j'ai envie de dire, à 15 ans de succès, enfin 5 ans là, pardon, 5 ans de succès. Donc voilà, ça me fait plaisir de la voir heureuse, de voir qu'elle valide mon travail, qu'elle est d'accord avec ce que je fais, qu'elle est fière de moi. Et voilà, on n'a pas rendu nos mères tout le temps fières. Donc chaque fois que je la vois avec ses yeux qui pétillent, Hmm. quand on circule ensemble, que les gens me reconnaissent, ils viennent me parler, voilà, la fierté de dire, ah, mais c'est mon fils. C'est Raïma Hmm. Touman, mais c'est mon Mhm. fils. Ça, je pense, c'est ce qui me motive, clairement, Mhm. de faire de plus en plus mieux et de ne jamais cesser de s'arrêter. Donc je pense que Mhm. je dirais que c'est ma mère. Après, crescendo, c'est mon épouse, c'est mes enfants. Mais en premier lieu, c'est ma mère. Mhm. C'est que j'aimerais changer dans le monde. La position de l'Afrique. J'aimerais Hmm. qu'on puisse voir l'Afrique comme elle est vraiment. Et je ne veux plus je veux qu'on arrête de faire de l'Africain noir le paillasson du monde. C'est ce qu'il est aujourd'hui, malheureusement. Mhm. Personne ne réfléchit avant d'attaquer un noir. Parce qu'on considère qu'on n'aura pas de répercussions. Et je veux que ça change ça. Je veux qu'on réfléchisse, comme on réfléchit à attaquer un Émirati, je veux qu'on réfléchisse à comment traiter un Africain. Et je précise bien l'Africain noir. Mhm. L'Africain noir qui est voilà, le génome type de l'Afrique. Voilà, je veux changer la position de l'Afrique. Aujourd'hui, je le fais par la diplomatie, mais je veux redonner ce que l'Afrique avait et plus encore. Mhm. Qu'on arrête de nous, de nous limiter à cette histoire néfaste qu'il y a eu et douloureuse qui est l'esclavage et la colonisation. Qu'on se rappelle qu'à la base, l'Afrique, c'est un royaume. Mhm. C'est des royaumes, c'est des tribus, un- c'était un monde prospère. L'Afrique et son continent étaient prospères pendant des siècles.
l'histoire que l'on connaît a changé cette trajectoire-là, mais je pense qu'il faut se rappeler que l'Afrique a dominé le monde pendant très longtemps, qu'elle a la capacité de le faire encore aujourd'hui, qu'elle le fait, mais elle n'en tire pas les bénéfices. Tout ce qui vient aujourd'hui dans nos poches, etc., a transité ou vient de l'Afrique, alors qu'on n'a pas aujourd'hui je dirais le retour qu'on devrait avoir. Et moi, la génération de diaspora que je suis, j'ai les dents dans la gorge. Donc Hmm. j'ai pas envie de courber les chines. On vient d'une génération, et je pense que tu en fais partie, on a envie de faire, on a envie de bouger, on va pas changer le monde, mais on va faire notre part. Mhm, Et moi, je veux faire ma part, mais pour l'Afrique. mhm, mhm. Si tout s'arrêtait demain, je voudrais qu'on se souvienne que j'ai. Que j'ai fait ma part. Voilà. Que j'ai fait ma part, clairement. J'ai peut-être pas tout réussi, j'ai peut-être pas tout fait, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Mhm, Voilà, que j'ai fait ma part. Je veux qu'on retienne que j'ai fait ma part. mhm, mhm. C'est que l'entrepreneuriat m'a appris sur moi-même. Elle m'a appris que j'ai toujours été entrepreneur. Mhm, J'ai toujours eu ce sens de revaloriser les choses, de les vendre, de créer toujours un schéma économique. Donc aujourd'hui, je dis schéma économique. À l'époque, je disais faire de l'argent. Tout était bon pour faire de l'argent à l'époque. Donc en vrai, ça m'a appris que je suis né entrepreneur. mhm, Je suis né avec cet esprit d'entrepreneur. mhm. Voilà. Et je l'ai matérialisé en ouvrant mes sociétés, etc. Mais je pense que Raïm est né entrepreneur. Un entrepreneur. Mon plus grand défi a été. Mon plus grand défi a été de quitter la condition dans laquelle j'étais. Donc de Hmm, quitter mon quartier. ok. Pas uniquement physiquement, mais psychologiquement. D'arrêter de réfléchir comme un jeune de quartier, de prendre que le bon que l'on avait de nos banlieues et de nos cités. Donc de prendre l'énergie, la polyvalence, l'adaptation et et de l'adapter au métier que je fais aujourd'hui. Ça a été très dur. Très dur parce que le quartier est un peu tentaculaire. Il t'attrape et il ne te lâche pas. Donc ça a été un grand défi de pouvoir sortir de la condition dans laquelle on m'a mis, parce que j'ai pas demandé à grandir à Marseille ou à grandir dans toutes les villes, toutes les ZUP dans lesquelles j'ai grandi et les quartiers prioritaires, mais c'était de sortir de cette condition-là psychologiquement. Ça a Hmm, été mon plus grand défi. mhm, mhm. Ma définition du mot réussite. Pour moi, la réussite, elle est dans le temps. Aujourd'hui, on peut dire que je réussis, mais demain, j'échoue, je n'ai plus réussi. Donc c'est pour ça que je suis constamment dans cette recherche d'excellence. Parce qu'en réalité, la réussite, c'est un état d'esprit, c'est pas une condition. Moi, il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'ai échoué. Je me considère toujours d'aller dans le chemin de la réussite parce que c'est un état d'esprit. Et pour moi, la réussite, c'est quand on tire un trait. Généralement, on tire un trait quand on est décédé. Donc, Mhm, mhm, je pense que la réussite, ce n'est pas une finalité, c'est un chemin. C'est un mhm, chemin qu'il faut maintenir, comme un joueur de foot. Il est très bon quand il marque des buts, quand il marque plus de buts, on parle plus de lui. Donc en vrai, on doit être constamment bon. Donc la réussite, c'est un chemin, c'est pas une fin en soi. mhm. Dans 10 ans, j'aimerais qu'on dise de moi que. Qu'on dise de moi que j'ai fait ma part et que grâce à mon travail et à ce que j'ai pu faire, la diaspora et l'Afrique ont leur place dans le monde aujourd'hui. Et Hmm, la place qu'ils méritent surtout. mhm. Le rêve que je n'ai pas encore osé poursuivre. Être boxeur. Boxeur, Ah ouais. je boxe. C'est un lobbying, ça fait 15 ans que je boxe. Ok. Ça fait 15 ans que je boxe. Je me suis aventuré dans la catégorie amateur, donc j'ai des combats à mon actif. Et j'ai pas pu continuer au vu de mon activité, c'était très compliqué. Mais Hmm. je l'ai un peu en travers de la gorge. J'aurais voulu ramener une belle coupe, une belle médaille. Donc voilà, si demain je me reconvertis, je reprendrai la boxe. Bien. On viendra te soutenir avec C'est ça, les les banderoles. les banderoles et tout. Dernière question, c'est que briller signifie pour moi. Briller, pour moi, c'est incarner. C'est Hmm, s'incarner, c'est être fier de ce que l'on est, savoir qui nous sommes. Et pour moi, on brille naturellement. Généralement, tous ceux qui brillent de façon superficielle, ça se voit et c'est pas beau. C'est pas une bonne lumière. hmm, Ceux qui brillent de par les qualités qu'elles montrent, le travail qu'elles font, je pense qu'elles brillent beaucoup mieux. Donc pour moi, briller, c'est une forme de succès, mais c'est surtout une forme d'alignement. Je pense qu'on mhm, brille quand on est aligné avec soi-même et avec ce qu'on fait. mhm. Ah, waouh! En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très enrichissant. Alors, Raïm, tu es jeune, tu es engagé. D'où est venue cette envie de t'engager? Moi, je me suis engagé la première fois où j'ai mis les pieds aux Comores. Honnêtement, avant ça, j'étais engagé que pour ma famille.
Parce que Hmm. moi, ce qu'on m'apprend, c'est de prendre soin de ma famille. On m'a pas appris à être solidaire de ceux qui me ressemblent, etc. Donc, c'est quand je mets les pieds aux Comores que j'apprends mon histoire. C'est là où je me dis que non, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais je dois faire quelque chose. Donc, l'engagement, Mhm. il est né le jour où j'ai mis mes pieds en Afrique. Mhm. Voilà, Donc, c'est récent. c'est récent, depuis Hmm. 2018. Depuis 2018. Depuis OK. 2018, avant 2018, j'étais un peu nombriliste, hein. Le monde tournait autour de moi et de ma famille, sans plus. Le monde Bah, ne au moins, il est m'intéressait pas. honnête. Oui, non, soyons honnêtes et transparents. Avant, ça ne m'intéressait pas. Avant, quand il y avait une catastrophe qui arrivait en Afrique, j'avais même ce mauvais côté qui me faisait rigoler parce qu'en Occident, on en rigole de ce qui se passe chez nous. Ouais. Et j'ai pris conscience Hmm. aujourd'hui, quand un drame touche nos populations, ça me touche. Mhm. Mais avant, non, j'étais complètement détaché. Ce qui Mhm. m'intéressait et ce qui m'importait, c'était ma famille. Mhm. Aujourd'hui, ma famille, c'est l'Afrique. Mhm. Mhm. Bah, justement, enfin, tu en parles depuis le début de l'émission. Ce fameux voyage en 2018, explique-nous un peu. Mhm. 2018, bah moi, il faut savoir que j'ai grandi qu'avec ma mère. OK. Donc, famille monoparentale. Et comme je te Hmm. l'ai dit juste avant, je suis le deuxième d'une fratrie de 10 enfants. Mhm. Donc, c'était un gros boulot, une vraie maman très, très forte qui a su nous élever et bien nous éduquer. Et en 2018, en fait, je renoue avec mon père. Sauf que mon père, il vit aux Comores. OK. Donc, sur invitation et échange, il m'invite à venir chez lui, dans son pays, parce qu'à l'époque, on parle de chez lui. Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis français, il est comorien, Mhm. et il m'invite à visiter chez lui pour mon anniversaire. J'y vais, et c'est là que je prends une vraie gifle. C'est là où je Hmm. découvre la vie, c'est là où je découvre l'histoire de ma famille, etc. Et je repars des Comores le cœur lourd. L'esprit léger, mais le cœur lourd. Et, Hmm. euh, et je pensais qu'aux Comores. J'étais en France, je travaillais avec ma société, mais Comores, Afrique, Comores. Et c'est là où j'ai préparé, j'ai créé un schéma, un plan pour retourner. Pour y retourner, mais je ne me voyais plus vivre ailleurs qu'aux Comores. OK. Voilà. Dès que j'ai mis les pieds en Afrique, vraiment, il y a une fusion qui s'est faite. Et voilà, je ne parlais que de ça. Je parlais Hmm. que des Comores. Mhm. Comores. C'était le premier pays que je faisais à l'international. J'étais parti en Espagne, en Allemagne avec l'école, Hmm. Ouais. mais j'étais jamais parti dans un pays étranger. C'était la première fois que je prenais l'avion. Donc la première fois que je voyage un pays étranger à l'Europe, c'est l'Afrique, c'est les Comores, et j'en tombe raide amoureux. Mhm. 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 Bah, écoute, nous, pour nous, les Afro-descendants, Descendant, t'as ou fait. bon, on va dire les Africains d'origine européenne, j'aime Exact. beaucoup La ça, diaspora c'est aussi, la diaspora. c'est ça. Quand on arrive chez nous, c'est un peu difficile Mhm, enfin, de s'intégrer. tout à fait. Parce que ici, on n'est pas chez nous, Exact. et là-bas, on On nous n'est pas appelle chez les nous Blancs. aussi, c'est ça. Donc, comment tu as vécu ça? Je l'ai mal vécu. Ok. Honnêtement, je l'ai mal vécu Mhm. parce que moi, quand je suis rentré, je le dis, mais c'est la première fois que je voyais autant de noirs quand Ouais, ok. j'arrive. Donc, Ah. moi, j'ai voyagé avec la compagnie Ethiopian Airlines. Mhm. J'y vais, le pilote est noir, l'hôtesse est noire. Je Mhm. dis, waouh, j'arrive à Addis Abeba, les policiers sont noirs. Enfin, moi, c'est un choc pour un jeune de quartier qui a jamais quitté la France, enfin, l'Europe, Mhm. qui voit que tout le monde est noir. Je dis, waouh, déjà, j'avais ce choc-là. Ensuite, lorsque j'arrive, bah, pour moi, on est tous ensemble parce que dans nos cités, dans nos quartiers, on se réunit de par notre couleur ou de par nos origines. Donc le Malien, le Sénégalais vont ensemble, les Mhm. Marocains, les Tunisiens, etc. Et après, quand ces petits groupes sont faits, ensemble, on est tous ensemble. Mhm. Mais on a ces micro-groupes en fonction des personnes avec lesquelles on se ressemble. Euh, et lorsque j'arrive aux Comores, bah, de façon logique, on est tous noirs, on s'entraide tous et tout va bien. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de problématique, tout va bien. Et en fait, je découvre que non, en fait, j'ai les mêmes problèmes. J'ai les mêmes problèmes, Mhm. on me stigmatise parce que je suis un étranger, on m'appelle le français, on s'attaque à moi parce que je ne parle pas la langue, puisqu'on ne me l'a pas apprise, tout simplement. Et voilà, je l'ai un peu mal vécu, ce côté où je pensais qu'on allait m'accueillir en dansant et tout. Et au final, ça n'a pas été le cas, mais ça a été un bon coup pour mon ego et ça m'a rappelé qu'on n'était pas, nous, diaspora, qui avons vécu en Europe, nous sommes nés en Europe, on n'est pas les maîtres du monde. Moi, Mhm. j'étais rentré en maître du monde. Mhm. J'intervenais partout. Pour moi, je savais tout. Alors que voilà, j'aurais dû aller Mhm. avec humilité. Donc, ça a été une bonne gifle, mais elle a été constructive. Mhm. Mais Mais justement, qu'est-ce qui a été vraiment le plus choquant pour toi? Oh. le plus choquant, bon, il n'y a pas des choses qui m'ont traumatisé, je dirais, mais vraiment, c'est la déconstruction. C'est-à-dire que moi, j'y vais avec mes codes. Et c'est un peu spécial en Afrique, c'est qu'on a une partie des codes qui vient de la colonisation. Donc, nous, on se retrouve dans ces codes. Donc, pour nous, Mhm. l'Afrique fonctionne comme en France. Et Mhm. puis, dans des petites choses, eh ben, on voit que c'est pas pareil. Donc, Mhm. on a un peu cette désillusion.
Je pense que tout jeune de la diaspora doit se prendre cette gifle-là et comprendre que l'Afrique n'est pas l'Occident. Même Mhm. si elle en a des vestiges, et on peut le concevoir, ce n'est pas l'Occident, donc il faut s'adapter. Je pense qu'en rentrant aux Comores, c'est la première fois que j'ai compris le mot s'assimiler, s'intégrer, comprendre la culture, etc. Alors qu'ici, Mhm. on me le disait, je ne comprenais pas. Parce que Mhm. la France, j'ai envie de dire, je suis la France. Je suis né en France, je connais, je sais ce qui se passe ici. Enfin, je sais comment se comporter avec un policier, avec un magistrat, avec un contrôleur, à l'école, au travail. Je sais comment être embauché, etc. Comment m'habiller, changer mon adresse. Voilà, j'ai les codes de la France. J'avais aucun code de l'Afrique. Donc, je me suis mangé toute la réalité. Mais Mhm. ça m'a permis au moins d'y retourner avec humilité et de vouloir apprendre plus qu'enseigner. Et c'est ça, ça m'a. Mhm. Donc, ça a été un bien, un mal pour un bien. Mhm. Mhm. Bon, en général, enfin, sur la diaspora, après, moi, c'est peut-être mon avis ou c'est qu'on voit, c'est que, bon, nous, les Ivoiriens, on parle beaucoup, on fait beaucoup de bruit, les Sénégalais également, C'est Maliens ça. également, mais les Comoriens, Les Comoriens, parle-nous de vous. les Comoriens, on est un peuple assez discret à l'époque. Mhm. Bon, là, on commence à bien s'émanciper. On est un peu on est un carrefour entre deux mondes, le Mhm. monde arabe et Ouais. le monde noir. On est Mhm. descendants de Bantous initialement. Puis la dernière, j'ai envie de dire, la dernière vague qui est arabo-musulmane a pris aussi cette identité-là. Donc, on a malheureusement des Comoriens qui ne se considèrent pas africains, qui se considèrent plus proches du monde arabe. Ok. Les Comores, c'est 4 îles, dans une quête perpétuelle depuis l'indépendance où elle demande le retour de la souveraineté de sa quatrième île. Les Comores, c'est des cultures. On découvre des tombes espagnoles aux Comores. Mhm. On sait que les Comores n'est pas un peuple qui a connu l'esclavage, mais c'est un territoire qui a subi, enfin qui a été tributaire de l'esclavage. C'est-à-dire que les esclaves étaient vendus aux Comores. Donc on a une histoire qui est spéciale. On n'a pas été un Mhm. peuple qui a connu l'esclavage, mais nos territoires ont servi à cela. On est un peuple dans lequel, dans nos traditions, on peut retrouver des traditions qui viennent de l'Inde, des tenues qui viennent d'Inde et des quatre coins du monde. Dans notre langue qui est le shikomori, on découvre du swahili à l'intérieur, du français, de l'espagnol, de l'arabe. Donc on a vraiment une culture très très riche. Je pense que les Comores, c'est le peuple à examiner aujourd'hui. La Mhm. culture est à examiner. La langue comorienne écrite reprend à peu près la même typologie que la langue arabe. Donc c'est riche, il y a beaucoup d'histoires. Je pense qu'on devrait faire des contes et des histoires des Comores. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sous-représenté. Mhm. Aujourd'hui, je pense que les Comores sont sous-représentés. On est un peuple d'1 million d'habitants, donc très peu, alors que tout le monde connaît un Comorien, mais très peu connaissent les Comores. C'est Donc il y a un ça. travail à faire Mhm. là-dessus. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, mais les Comores, c'est un peuple incroyable. Mhm. Donc là, enfin, tu arrives aux Comores, tu vois la réalité Tout à fait. du pays, tu reviens en France, tu penses qu'aux Comores, et le côté entrepreneurial. Le côté entrepreneurial, j'étais en plein boom. Je venais de gagner un concours, j'ai créé une conciergerie, tout le monde en parlait. Et en fait, à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Parce que je suis recruté par une ONG qui travaille en Afrique et j'ai ma société, les majordomes, qui cartonnent. Donc voilà, j'aurais pu continuer, etc. Et j'ai voulu, parce que les majordomes répondaient à un besoin de Marseille. Ok. L'ONG avec laquelle je travaillais, elle répondait à un besoin international et au niveau de l'Afrique. Donc j'ai fait un choix entre continuer à servir Marseille personnellement ou servir le continent. Donc entre une ville et un continent, j'ai choisi le continent, tout Mhm. simplement. Donc j'ai laissé ma société perdurer, c'est mon petit frère qui a pris la gestion, etc. Donc pour rappel, les majordomes, c'est un service de conciergerie qui permettait d'être livré, nous on appelle ça servir, parce qu'on reprend le champ lexical du majordome, c'est se faire servir n'importe quoi, n'importe où, mais pas par n'importe qui. Majordome formé, qui utilise des véhicules électriques et qui sont livrés et servis par des jeunes de leur quartier. Donc un jeune de la Castellane sert la population de la Castellane et ainsi de suite. Des endroits enfin pour lesquels des entités qu'on connaît de livraison n'allaient pas là-bas. Donc sur leur algorithme, ils nous avaient supprimés, nous les quartiers nord. Et moi, à l'époque, on m'appelait l'enfant des quartiers nord, parce que j'avais cette habitude de traîner dans tous les quartiers.
eh bien, j'ai dit stop, c'est pas normal qu'on soit mis de côté gratuitement, sans aucune explication, des grandes enseignes et des applications. Et du coup, au lieu de me plaindre, j'ai mis ce système en place. Mhm, Voilà, qui mhm. fonctionne avec WhatsApp. Ça permettait aux mamans de commander les cartons de poulet, au lieu d'y aller, de se casser le dos. Ça coûte 7 euros. Voilà, 7 euros la livraison, on récupère, on dépose. Mhm, Voilà, mhm, donc voilà, j'ai fait un choix et je le regrette pas, ce choix-là. mhm. Donc, justement, tu fais ce choix, tu ne le regrettes pas. Tout à fait. Là, aujourd'hui, tu es quelqu'un de très engagé. Euh, Parle-nous un peu de comment, enfin, des débuts de cette aventure. Bon, les débuts sont un peu incertains, Ouais. incertains parce que je commence dans l'ONG, je suis expert consultant, je travaille pour plusieurs pays, je travaille en Guinée, en Côte d'Ivoire et je travaille également aux Comores et j'ai envie de m'installer aux Comores. C'est-à-dire que je veux aider l'Afrique, mais je veux commencer par les Comores. Et très compliqué, en fait, ce qui a été le plus compliqué, je pense, c'est de porter mon nom de famille. Parce que mon Hmm. père, qui a fait ses études à l'extérieur, qui est rentré aux Comores, est devenu quelqu'un de très influent. Il s'est engagé en politique. Il a été plusieurs fois ministre, rendre ministre, etc. Et du coup, d'arriver et qu'on sache que j'étais le fils de un tel, ça m'a Hmm. amené énormément d'opportunités. Ça m'a ramené aussi énormément de problèmes. Des problèmes que je n'avais pas demandé. Donc, psychologiquement, il fallait que j'accepte que j'ai des problèmes que je n'ai pas demandé. Ce qui n'arrive pas, entre guillemets, en France. En France, je sais que je peux avoir un problème parce que je suis noir, je suis tel quartier, etc. Mais j'ai jamais eu de problème parce que je m'appelais Atouman. Et je pense que c'est le poids du nom, il a fallu que je le travaille. Il a fallu que je le travaille. Ça a été un défi. Aujourd'hui, comme hier, j'ai toujours été fier de porter mon nom de famille. Je le serai toujours. Mais il a fallu voilà, s'acclimater avec ces choses-là. Il a fallu que je comprenne aussi la politique. Quand je dis politique, je ne parle pas forcément de politique partisane, donc un parti, Mhm, etc. mhm. Mais revenir au sens même de la politique qui est la gestion de la cité, donc la gestion du pays. Donc à un moment donné, il a fallu que je m'informe et que je m'intéresse à comment ça fonctionne, comment le pays fonctionne. Et j'ai été surpris. Je te donne un exemple. Quand j'apprends que l'Assemblée nationale, on l'appelle le palais du peuple, je me rappelle que bah, c'est vrai en fait, c'est l'Assemblée nationale en France que nous avons également. Bah, pourquoi on ne l'a jamais appelé le palais du peuple? Nous, chez nous, on l'appelle le palais du peuple. Donc il y a plein de contradictions que je mettais entre la France et l'Afrique, qui sont mes bases que j'ai, donc Comores et France, qui ont fait que voilà, j'ai dû m'impliquer dans la géopolitique, la politique, comprendre mon environnement. Et ça a été dur de sortir toujours de mon microcosme, de m'intéresser que à nous, etc. Là, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans tous les pays. Tous les drames aujourd'hui me touchent. Et voilà, je pense que c'est ça. Mhm, mhm, mhm. Alors, du coup, en début d'émission, tu nous as dit que tu étais très rigoureux, C'est n'est-ce ça. pas? Nous, on a envie de savoir parce que le but de Brillare aussi, c'est de découvrir l'humain derrière le C'est personnage. ça. Voilà. Donc aujourd'hui, sachez que Raïm, il prend sur lui, il fait un exercice dont il n'est pas habitué du tout. C'est ça. Donc, dis-nous, à part le côté rigueur, quel est ton défaut? Mhm, Mon défaut, mon mhm, défaut, mon défaut, mhm. bah, je pense que cette rigueur-là, ça devient un défaut à force. Dans Ouais. l'excès, ça devient un défaut parce que Mhm. je peux m'entêter sur quelque chose où j'ai tort. Voilà. Je peux m'entêter sur quelque chose que j'ai tort. J'ai confiance en moi. OK. Donc, Mhm. quand je dis une vérité, je la maintiens, mais il se peut que j'ai tort. Et quand je suis sûr de quelque chose, moi, j'ai ma conviction qu'il faut y aller, j'y vais. Alors que tout le monde voit que, mais tu vas te prendre le mur. Moi, je te dis, non, t'inquiète, je peux y aller. Et j'y vais, je me prends le mur. Donc, je pense que c'est mon plus gros défaut, c'est ma rigueur à l'excès et ma confiance en soi à l'excès. Voilà, beaucoup vont me traiter d'arrogant, par exemple, quand j'ai une idée en tête et que j'y vais. Et alors que cette flamme-là que j'ai, elle m'a permis d'arriver aujourd'hui. Parce que, un exemple simple, moi, quand je rentre au Comores, mon père, il veut pas que je vienne au Comores. Il me dit non, le pays, il est en pleine construction. Ben voilà, on n'est jamais sûr du lendemain. Toi, tu as vécu 20 ans en France, tu veux venir? Non, viens pas. Mais cette flamme a fait que non, non, j'y viens. Et je ne l'ai pas écouté. Donc, ça m'a servi. À défaut, il y a des fois où j'ai fait des affaires, où j'étais dans des endroits, j'ai pris des décisions, il fallait pas que je les prenne. Mais je les ai quand même prises. Donc, je pense que c'est des rigueurs à l'excès, cet excès de confiance. Chaque défaut que j'ai, lorsque je l'amène à l'excès, c'est mes pires défauts. Mhm. Mes pires défauts. Aujourd'hui, en fait, sur le continent Mhm. africain, disons, les gouvernements, les personnalités invitent les Afro qui sont Tout à nés fait. peut-être en France de rentrer sur le continent. Tout à fait. Sauf qu'il y a beaucoup qui ont peur.
Toi, tu as fait, tu as sauté le pas. Tout à fait. Quel serait justement le conseil que tu voudrais donner à ces personnes-là? Moi, je dirais que l'Afrique, elle n'a pas besoin de tout le monde. On n'est pas Ah, tous obligés de rentrer, mhm, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, on est en mission. Lorsqu'on rentre en Afrique, là, aujourd'hui, la diaspora, elle y va beaucoup pour les vacances, pour des festivités. Moi, je dirais que, et je donnerai pas forcément de conseils parce que je suis pas, je pense pas être, enfin, je pourrais décrire mon expérience que j'ai vécue, mais donner un conseil alors que on a 54 pays, chacun fonctionne, voilà, mais on a une trame qui est mhm, simple en Afrique, c'est que lorsqu'on rentre, on doit être indépendant, financièrement déjà. Si on n'a pas d'argent de côté ou si on n'est pas capable euh, d'apporter, voilà, d'avoir des finances, du cash, c'est très compliqué de rentrer. Je dis pas que c'est pas possible, c'est très compliqué, premièrement. Deuxièmement, si on n'est pas prêt à se déstructurer mentalement. N'importe qui est né, qui a grandi en France, même s'il a fait des allers-retours dans son pays dit d'origine, le pays de sa patrie, il a toujours des mauvais codes occidentaux qui ne marcheront pas en Afrique. Donc lorsqu'on rentre en Afrique, il y a un temps d'adaptation qu'il mhm. faut prendre. C'est un peu comme on a une nouvelle maladie. On a 42 fièvres, etc. Puis la troisième, quatrième fois qu'on a une grippe, ça passe plus vite. Donc il faut accepter qu'on va être malmené en Afrique. Et surtout, 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 ce que je dirais, c'est il faut accepter de ne pas être un invité. Il faut accepter en fait que c'est la maison. Donc même si on devrait être traité comme des invités, quand on sait que la diaspora, certains n'ont jamais mis les pieds là-bas, mais ils envoient des tonnes de milliers d'argent, qu'on intervient, enfin, dès qu'il y a un problème, c'est nous Il y a certains pays qui vivent sous perfusion de la diaspora et on n'a pas forcément le retour qu'on devrait avoir lorsqu'on s'y rend. Mais je pense qu'on devrait avoir cet équilibre d'invités et de famille. Ça veut dire que on est des invités lorsqu'on rentre, mais qu'on se considère comme la famille quand on est rentré. Je pense que c'est ça, c'est vraiment la mentalité. C'est dans la tête. Moi, je suis rentré aux Comores. Lorsque je rentre, je vois des gens de la diaspora des Comores qui rentrent également en même temps que moi. Ils sont partis au bout d'un an parce Mhm. qu'ils ont eu un, deux problèmes et ils sont rentrés. Moi, j'ai cette pugnacité parce que bah, dans le quartier d'où je viens, c'était problématique également. Donc, je connais les problèmes. C'est différent, bien sûr, les problèmes en Afrique, aux Comores sont Mhm. différents. Mais au moment où j'ai cette facilité-là à prendre un problème et à le gérer, eh ben, j'ai continué à le faire. Mais qu'on arrête de croire que l'Afrique, on va y aller, on va nous dérouler un tapis rouge et tout va bien se passer. Non, il faut s'imposer, il faut se battre. Et Mhm. ça paraît contradictoire de se battre pour rentrer chez soi, mais c'est la réalité qu'on C'est a la aujourd'hui. C'est réalité. la réalité. Et il faut qu'on rentre, et je dis souvent qu'on n'a pas besoin de tout le monde. Il y a des gens qui nous ont porté défaut en Afrique. Moi, lorsque j'arrive, il y a des gens qui ne veulent pas m'écouter. Parce qu'ils me disent cette Mhm. phrase, vous, la diaspora, vous parlez beaucoup, et après vous rentrez chez vous. Donc il y a nos anciens à nous, ceux qui sont passés avant nous, qui ont un peu, entre guillemets, gâté notre nom. Mhm. Donc on a un peu ce mot à redorer qui est diaspora. D'un côté, on est des vendeurs de rêves, de l'autre côté, on est des profiteurs du système, de l'autre côté, on n'a pas besoin de venir parce qu'on a tout en France, alors Mhm. que nous, on a envie de contribuer à notre patrie. Donc moi, je dirais, quand on va en Afrique, on va faire un combat, hein. Qu'on n'aille pas en Afrique, voilà, à la bonne franquette, non. Ça va être un combat et ça va être dur. Il n'y a que Mhm. les plus solides qui vont résister. Donc c'est un Mhm. tri naturel, moi, je dirais. Il y en a qui Mhm. ne sont pas faits pour l'Afrique. Il y a des Ouais, Noirs africains, afro-descendants, qui ne sont pas ils faits sont pour pas rentrer faits. en Afrique. Mhm. Voilà, et je dis toujours, peu importe les critiques, qu'en Afrique, on a besoin que de l'excellence. Aujourd'hui, on a besoin des personnes qui veulent exceller dans leur domaine pour faire avancer le continent. Mhm. Alors, merci beaucoup. Alors, Avec je grand te plaisir. propose de passer une rubrique que j'aime faire et que mes invités n'aiment pas. Le scanner. Alors, Raïm, est-ce que Yes. tu es prêt? Let's go! Ton plat préféré? Je le dirai en français, c'est du riz au coco avec du poulet Ok, et de la sauce tomate qu'on appelle rogaï chez nous. ok. C'est mon plat et du mataba. Ah, le Ah mataba. ouais, Ça, ah ouais. c'est des feuilles de manioc. Mhm, Voilà, mhm. c'est mon plat typique. Le plat Si typique. je rentre à la maison, j'espère là, je suis content. Un clin d'œil à madame. Pour son plat. C'est ça. Ta couleur préférée? Le bleu. Ok, Le bleu. pourquoi? Le bleu, c'est un peu la couleur de l'espoir. Nous, à la CEI, c'est la couleur, donc c'est la couleur de la Mhm, coopération. Voilà, le bleu, je dirais le bleu. mhm. Ton genre musical préféré? Le rap. Mais ça n'a pas changé par contre. Non, le rap, le rap. Et le rap bien dur, Bien, bien dur, bien pur, revendicatif, pur. voilà. Pas les chansonnettes d'aujourd'hui, le vrai, enfin, le Rap rap, engagé un peu. voilà. Engagé, mais
hardcore, tu vois, D'accord. vraiment Ah le ouais. rap qui bouge, le rap qui tu le mets dans les oreilles, tu as envie Ça t'as envie c'est d'aller au l'environnement sport. des quartiers. C'est On n'a ça, pas c'est encore ça. abandonné. D'accord. OK. Euh, En fait, la prochaine question, bon, je sais pas si je dois la poser, Ah, mais vu que bon, c'est quand même une excellence, mais je allez, suis faut sûre poser, on est. il saura répondre quand même. Ta plus grosse bêtise. Oh, ma plus grosse bêtise. Ouais, alors, je réfléchis pour voir si on peut pas m'incriminer. Non. Non, ma plus grosse bêtise, c'est d'avoir tapé fort quelqu'un, d'avoir défendu un membre de ma famille, d'ailleurs ma sœur, Mhm, mais de m'être emporté, quoi. Voilà, mhm, mhm. c'était une bonne action, mais à la fin, Mais à la fin, c'était c'est... pas bon, voilà. Donc je pense que c'est ma plus grosse bêtise, ça, Mhm, et toutes les violences qu'on a fait quand on était jeunes, entre mhm, quartiers, je pense que c'est les plus grosses bêtises. Se mhm. battre pour un quartier dans lequel nos parents sont locataires, je pense que c'est la plus grosse bêtise que j'ai fait de toute ma vie. Voilà, maman vit dans un HLM et nous, on se bat pour On sait le pas. nom de la rue. C'est totalement stupide. Et c'est malheureux, c'est macabre parce qu'aujourd'hui, enfin, moi, j'ai quitté les quartiers. 15 ans encore après, on a encore des jeunes qui meurent à cause de ces histoires-là et c'est tellement malheureux. Et Mhm. enfin, c'est vraiment l'archétype de se dire que nos jeunes se battent pour des rues dans lesquelles leurs parents sont locataires. C'est vraiment, C'est au-delà la de la folie. stupidité, c'est macabre et Mhm. c'est là où on se rend compte de la néocolonisation. On nous a fait croire que c'était à nous, comme je le dis. Moi, à l'époque, quand on me demandait d'où j'étais, je disais le nom de mon quartier. Aujourd'hui, je te dirais, je viens des Comores. Donc ces jeunes-là aussi qui sont pas alignés à eux-mêmes, pour eux, la rue leur appartient. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi dans ces bâtiments. Pour eux, le bâtiment, il est à eux. Alors que Mhm. demain, un maire, il vient, surtout avec les lois qui arrivent en France, qui sont de plus en plus dures, avec la délinquance, on peut les expulser. Donc au Mhm. final, tu auras fait quoi? Tu seras peut-être allé en prison. Il y a des gens qui sont morts pour un quartier dans lequel t'appartient même pas. Et on C'est va vrai. t'expulser. Mhm. Non, je pense que voilà, je pense que ça a été fait exprès par certaines entités, certaines Mhm. puissances, Mhm. mais c'est un vestige de la néocolonisation Mhm. pour lequel il faut l'éradiquer. Il faut Mhm. éradiquer cette chose-là où le tueur est noir, le tué est noir, et on va au tribunal et les deux familles pleurent, les deux familles se connaissent, et quand on va au fond du problème, c'est une histoire de rue. Et généralement, les rues, elles portent le nom de Victor Hugo ou je ne sais quoi. Non, je pense que c'est à un moment donné, il faut arrêter. Et je Mhm. pense il faut vraiment arrêter Mhm. ce cercle vicieux. Ben, merci beaucoup Avec grand plaisir. d'avoir répondu aux questions du scanner. En deuxième partie de l'émission, j'aimerais qu'on puisse parler de être comorien et être engagé en politique. Ok, en diplomatie, je dirais. Diplomatie, voilà, c'est mieux. Diplomatie, Voilà. c'est plus juste, Comment? tout à C'est fait. plus juste, Hmm. voilà. Donc, dis-nous un peu. Comment? Alors, être comorien, déjà, ça permet un peu, bon, avant, je m'enorgueillais de ça, d'être toujours le premier Comorien, et à force, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine d'être toujours le premier Hmm. Comorien. Je suis le premier Comorien qui passe sur Briard. J'espère pas le dernier, mais je suis le premier Mhm. Comorien qui ait fait tel événement. C'est-à-dire, comme je le dis assez souvent, les Comoriens, on les connaît, mais les Comores, on les connaît pas. Donc, je suis très rapidement devenu le monsieur Comore. Dès que quelqu'un parle des Comores, il m'appelle. Il te Allô, plaît. Raïm, je suis avec un Ouais. Comorien. Allô, Raïm, quelqu'un veut faire ça aux Comores. Donc, ça enorgueillit, bien sûr. On aime toujours être le premier machin. Mais à un moment donné, tu te poses la question de mais qu'est-ce que c'est triste? Enfin, on est quand même des Comoriens, quoi, un peuple fier, fort, et qu'on ne connaisse pas notre histoire et qu'on ne connaît pas, ça me donne un peu cette envie de mettre les Comores sur le toit du monde. Aujourd'hui, je veux pas qu'on parle que des Comores, mais je veux que les Comores, on en parle et qu'on sache où c'est les Comores. Je veux Mhm. donner une carte qu'on me dise où c'est. Actuellement, c'est pas le cas. Je donne une carte à n'importe qui, une personne sur 10 saura où c'est. Donc, je pense que c'est une grande responsabilité d'être comorien. En plus, Mhm. on n'est pas beaucoup. On est un Mhm. million en tout et pour tout. Donc, quand un Comorien fait une bêtise, je pense que tous les Comoriens payent les tributs et les conséquences. Donc, être Comorien, c'est une grande responsabilité. Mhm. Faire de la diplomatie aujourd'hui, je pense que c'est important pour la représentativité. Aujourd'hui, je suis le plus jeune euh, diplomate qui a rang d'ambassadeur d'Afrique. Euh, on m'a proposé, peut-être que j'accepterai à la fin, mais on m'avait proposé de faire la une d'un journal pour le mettre en avant.
Je me suis dit, bon, il n'y a pas forcément de plus-value qu'être le plus jeune. Enfin, parce en Afrique, on commence à rentrer dans une débilité de parler que de jeunesse. Voilà, on a 45 ans, on parle de jeunesse. La jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est bien travailler, travailler vite, c'est être smart. C'est pas, on a 30 ans, on fait quelque chose, donc on parle jeunesse. Non, je pense qu'il y a de l'intelligence à remettre dans le mot jeunesse. Mais aujourd'hui, que je sois diplomate, je sais que ça a inspiré pas mal de mes petits frères, pas mal de frères, de confrères, de voir que sortir des quartiers nord et d'arriver, de s'asseoir à la table des puissants de ce monde-là, de négocier, qu'on me voit avec des ministres, des secrétaires généraux, etc., ça fait plaisir. Voilà, je reçois beaucoup ce mot-là qui dit «t'es la fierté des nôtres». Et je me dis que c'est important, parce que malheureusement, on n'a pas 1000 diplomates qui sortent de nos quartiers. Donc c'est important d'incarner ce que je suis, le poste que j'ai, pour qu'il puisse influencer la jeunesse, qui se dise, bah, en fait, on peut tout faire. On vient des quartiers, mais ok, on vient d'en bas, mais on peut aller tout en haut, tout en haut. Et il n'y a pas de limite en haut. Donc, je pense que pour répondre à ta question, que je sois comorien et que je sois diplomate, c'est une grande responsabilité. Parce que tout le monde regarde ce que je fais. Je suis sous les critiques matin, midi et soir. Donc, c'est une grande responsabilité d'être ce que je veux incarner. C'est une grande responsabilité que j'assume, mais qui est parfois lourde à porter. Et est-ce que tu peux nous parler justement de tes actions en tant que diplomate? Bien sûr, la première action, puisque moi je suis accrédité auprès du gouvernement Lion des Comores, euh, ma première action c'est de faire connaître les Comores. Donc j'ai mentionné et j'ai fait rentrer les Comores dans tous les événements internationaux qui étaient intéressants bien évidemment pour les Comores. Premièrement, donc soit le comité des villes africaines, Business Africa. Mais je veux dire, initialement, les Comores ne sont pas invités. C'est-à-dire que moi, je me bats avec le comité d'organisation et dire, vous mettez les Comores, vous mettez les Comores. La dernière édition de Business Africa, on avait un stand Comores que l'ACI a financé, dans lequel on a mis des entrepreneurs comoriens. Donc on a permis aux Comores qu'on entende les Comores, qu'on sache voilà, que les Comores est un pays africain. Il fait partie des 54 pays reconnus d'Afrique. Je pense que c'est important. Donc la première grande action, c'est de mettre les Comores partout où je pouvais. Voilà. Que ce soit mon réseau personnel ou à travers mes missions à l'ACI, c'est de faire connaître les Comores. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même réussi. Parce qu'on parle des Comores dans différents médias. Au départ, on n'en parlait pas. La deuxième, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire de dire à la diaspora comment travailler aux Comores. On a un programme qui s'appelle le PAFED, programme d'appui à la formation et à l'entrepreneuriat de la diaspora. On l'a mis en place à travers différentes actions. Donc, on soutient de la diaspora au niveau de leur entreprise, etc., des mises en relation. Mais on va aller plus loin. On veut vraiment, et c'est le cœur du projet, c'est de prendre des jeunes de la diaspora, les ramener sur le continent en Afrique et notamment aux Comores, et de leur montrer comment entreprendre. On est encore en voie de pouvoir le mettre en place, mais initialement, le PAFED, on a pu appuyer des jeunes de la diaspora africaine et comoriens pour pouvoir améliorer et surtout donner les bons contacts pour pouvoir améliorer et faire perdurer leur société. Donc, pour résumer, je dirais que les premières actions, c'est de faire connaître les Comores. Deuxième action, c'est s'organiser au niveau économique. Et la troisième action, c'est toujours appuyer, et c'est la base de notre présence aux Comores, d'appuyer le gouvernement à travers les actions et le plan Comores émergent. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, moi, je vais te proposer une autre rubrique. Je vais te demander de découvrir avec moi mon coup de cœur. Let's go. Coup de cœur. Aujourd'hui, c'est un coup de cœur assez spécial. Donc, je ne vais pas présenter des produits, ni d'artistes, ni de personnalités. On va faire différemment. Et je sais que son Excellence Raïm, c'est une personne qui aime beaucoup s'habiller. Donc, je vais te présenter 3 photos. Allez. Tu vas nous dire dans quel contexte tu as porté ces habits-là. Ok. Et voilà, on va faire une petite fashion police sympa. Première photo. Alors, dis-nous un peu. Tac. Alors, cette photo, c'était dans le cadre d'une émission, une émission Diasp Africa, qui n'hésite pas à m'inviter, à qui je donne mes salutations. Donc, on a un costume sénégalais.
Ok. Ouais, fait au Sénégal, on a essayé d'être panafricain jusqu'au bout, fait par la société Ben Atlanta. Voilà, un petit coup de pub. Donc dans ce cadre-là, j'étais invité dans le cadre d'une interview pour expliquer ce qu'on faisait à l'Agence africaine de coopération. Donc c'est les costumes croisés, hein. Je suis beaucoup familier aux costumes croisés. Voilà, au niveau carrure, moi chacun a sa morphologie. Les costumes croisés, moi c'est la mienne. Ok. Ça ramène un petit côté à l'époque, comme on l'a dit, voilà, quartier, on a regardé tous le film American Gangster et ça me fait penser beaucoup à Frank Lucas. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à cela. Voilà, toujours mon pins pour représenter là où je travaille, ACEI et les Comores, et ma petite cravate noire. Donc c'est un peu des costumes comme ça, j'en ai un peu une dizaine. Et le noir, c'est ce qui passe le plus. Je déteste toutes les petites couleurs et tout. On Ah ouais. m'impose un peu, ouais, mon cabinet m'impose à mettre des couleurs un peu vives. Moi, je suis un peu monotone. Tu es un C'est peu costume noir, sobre. chemise blanche et cravate noire. Mais voilà, c'est intervention, plateau télé, hein. Voilà. Photo 2. Let's go. Ah, Ah. cette photo, c'est au Sénégal, hein. J'apprécie beaucoup le Sénégal. C'est Ok. une tenue sénégalaise faite par une société qui s'appelle Booba. C'était un shooting où ils m'ont fait l'honneur d'être l'ambassadeur de la marque, Booba. Et voilà, et on a fait un shooting d'une bonne demi-journée où voilà, j'ai pu essayer ces tenues, les mettre. Et j'ai mis ce type de tenue dans pas mal d'événements. Et c'était intéressant de voir que je pouvais mettre autre chose que des costumes, mais au lieu d'aller dans un autre registre, que je mettais des tenues. Les gens disent tenue africaine, je déteste ça. Tenue traditionnelle. Tenue traditionnelle. Donc voilà, c'est Booba qui fait d'excellentes tenues. Et qui est un peu mon sponsor. Quand je mets une tenue traditionnelle, ça vient de chez Booba. Ok. Quand je mets un costume, ça vient de chez Ben Atlanta. Ok. J'ai beaucoup d'habitudes et je déteste les changer. Photo 3. Allez. Ah, ça c'est il a fait le mannequinat sur nous. C'est ça. On joue un peu les mannequins de temps en temps. Alors, cette photo, c'était à Business Africa. Bon, il faut savoir qu'avec mon rang d'ambassadeur, donc moi, mon statut exact, c'est représentant résident. On a tout un protocole. Donc voilà, quand je viens officiellement, on a chauffeur, garde du corps, etc., voiture spéciale. Et là, en fait, j'attendais qu'on me donne l'autorisation de sortir du véhicule et d'aller à l'événement, parce que il faisait la vérification. Enfin, il y avait, je crois, il y avait un mouvement de foule et la sécurité voulait vérifier que tout se passait bien. En attendant, le photographe s'est dit, allez hop. Allez, hop. Moi, dès que j'ai un moment, je suis sur mon BlackBerry et je réponds aux mails, je réponds aux messages. Donc voilà, c'était le temps de latence protocolaire. En tout cas, merci beaucoup. C'était la Fashion Police avec Monsieur Ah, je Fashion Police diplomatique. Voilà, parfait. C'est Fashion ça. Police diplomatique. D'accord, on Avec tend grand vers la plaisir. fin de l'émission. Donc, quels sont les projets futurs de Alors, les projets futurs, c'est que la CEI va s'agrandir, l'Agence africaine de coopération va s'agrandir pour devenir plus grand. On a été sollicité par des organisations internationales et je ne vais pas l'annoncer en avant-première, mais voilà, on va s'agrandir en tout cas, on va devenir un peu plus gros que l'on est aujourd'hui. On va s'accentuer beaucoup sur l'humanitaire. Quand je dis humanitaire, je ne pense pas à des envois de conteneurs, mais je pense de soutien à nos populations. On va soutenir nos populations, on pense au Soudan, on pense à la RDC, on pense à nos populations africaines, voilà, que ce soit au Mali, au Burkina, qui sont gangrénées par, voilà, par des problématiques voilà, terroristes. Nous, on va faire ce que nous pouvons faire, c'est soutenir les populations qui sont, voilà, qui sont tributaires de cette position-là. Donc, l'Agence africaine de coopération va s'agrandir très prochainement. Voilà, toutes les informations, bien sûr, seront données en temps voulu, mais on continuera et on ne cessera de s'agrandir pour le bien du peuple africain et de sa diaspora. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Alors, sur Raïm ATM, donc ATM, c'est Atouman, partout. Donc, soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Je pense, j'ai juste TikTok que je ne suis pas allé dessus. Le cabinet TikTok, j'arrive pas à y aller. J'arrive pas à y aller. Donc voilà, sur tous mes réseaux, je fais le maximum pour répondre. On reçoit pas mal de demandes. Et j'essaie de répondre personnellement. J'ai une équipe de com qui est derrière, mais j'essaie de répondre personnellement, d'être toujours proche, d'être proche de la réalité, de pas d'être déconnecté comme certaines de nos élites. Comme tu l'as dit, voilà, je suis relativement encore jeune. Donc voilà, j'essaie d'être le maximum possible interconnecté avec ceux qui nous soutiennent et qui soutiennent nos actions.
Donc voilà, je suis totalement disponible pour des projets dans divers pays. On est vraiment disponible à soutenir toutes les bonnes initiatives pour l'Afrique et son continent. Mhm. Je te laisse ton mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de venir dans ce type d'initiative. On fait des plateaux télé internationaux, etc., mais on ne se sent jamais mieux qu'avec nous-mêmes. Donc, Mhm. entre diaspora, dans un plateau à taille humaine. Donc merci beaucoup. Mes félicitations et mes encouragements pour ce type d'initiative, de mettre en lumière nos parcours. Et on espère se revoir un peu partout, parce que Un tu peu es un peu partout. partout, hein, tu fais des interviews. Bah, peut-être que je viendrai au Voilà, Comores, on on va sait jamais. t'inviter aux Comores, bien Ben oui. évidemment. Mais voilà, merci de mettre la diaspora et l'Afrique en lumière. Merci beaucoup. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je fais un petit clin d'œil à l'équipe Afrique 1 TV, bien sûr, Faisal, grand réalisateur. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour la découverte d'un nouveau profil inspirant. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. À bientôt.